D'abord, merci aux intervenants de plaisir. Pour vous remercier aussi d'être venus. Pour vous dire que c'est pour nous une grande joie de reprendre ces présentations d'ouvrages. Nous avons été privés pendant 2 ans, même si c'est encore en nombre restreint, puisque nous sommes toujours sous la fameuse jauge d'auditeurs. Merci donc d'être venus. Nous avons choisi de redémarrer par cet ouvrage tout simplement parce que hier c'était le 8 mars, donc ça tombe bien, journée des droits de la femme. Bon, vous allez me dire, depuis le 8 mars, on est le 9 mars. Je pourrais invoquer des raisons fallacieuses. L'autrice n'était pas disponible, le livre est paru avec un petit peu de décalage, mais j'avoue tout, en fait, la journée des droits de la femme, à la piste, c'est le 8, c'est le 9, c'est le 10, c'est le 11. C'est toute l'année. Voilà. Donc, voilà une matière dont vous allez, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de lire tout l'ouvrage, découvrir toute la richesse. J'ai demandé à Nina Musiconacci de nous présenter en même temps son parcours de recherche, parce que je sais que pour les étudiants, c'est important de savoir comment on en arrive à publier des ouvrages, se colter avec des sujets de recherche, et surtout dans ce cas-là, puisque c'est un sujet très ouvert. Donc on n'est pas dans la philosophie, histoire de la philosophie, le texte, rien que le texte, le commentaire du texte, l'histoire du texte. Donc ça, je pense qu'elle vous l'expliquera beaucoup mieux que moi. Et puis une dernière chose, comme dans tous les spectacles, les téléphones portables, c'est mieux quand ils sont coupés. Voilà, je laisse la parole. Merci. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus au spectacle. Merci d'être présente et présent aujourd'hui. Je suis très émue d'être ici puisque c'est la première présentation que je fais de ce livre qui représente à peu près 10 ans de ma vie. Donc, vous imaginez que ce n'est pas rien. Je voulais aussi vous dire avant de commencer, et en le faisant, j'applique aussi un précepte des épistémologies féministes qui consiste à dire d'où on parle. Je parle depuis un corps qui a eu des problèmes de santé. Donc j'ai eu quelques soucis de santé, ce qui fait que je suis un petit peu fatiguée et je serai peut-être un peu plus brumeuse que d'habitude. Voilà, pour vous donner ma météo actuelle. Donc je m'excuse si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires. Et vraiment, n'hésitez pas à me dire ce passage-là n'était pas clair, revenez dessus, etc. Voilà. Donc ce que j'ai décidé de faire en termes de présentation, c'est suivant ce qui m'avait été demandé, de faire un petit point, un petit récit en fait sur mon parcours et l'élaboration du livre, l'élaboration des questionnements qui ont donné naissance au livre. Et en fait, je vais être un petit peu dans cette forme de récit, mais aussi être dans un... Parfois, ça sera peut-être d'ailleurs pour vous l'occasion de me recadrer, je vais être un petit peu dans un niveau méta aussi, puisque ce que j'aimerais exposer aujourd'hui, c'est aussi en quoi c'est un livre sur l'éducation féministe, mais c'est important de vous dire que c'est un livre de philosophie, et ça a une... c'est important de le garder à l'esprit pour voir comment je me positionne par rapport à la critique en général, par rapport au savoir critique, par rapport à la théorie critique, par rapport à la sociologie critique, etc. Parce que un des points sur lesquels la spécificité de mon approche, à savoir donc une approche philosophique et non pas sociologique par exemple, est marquée, c'est que c'est dans mon rapport à la critique. Voilà. Donc ça c'est quelque chose c'est un peu un axe par lequel je vais rentrer et qui reviendra comme une ritournelle, vous verrez. Et puis aussi, je vous cache pas que le fait d'avoir une approche méta est une stratégie purement marketing, parce que comme ça je vous dis pas trop ce qu'il y a dans le livre et vous l'achetez et les éditions de la Sorbonne deviennent riches.
Parce que je touche évidemment un pourcentage énorme, n'est-ce pas Camille, sur ces ventes. Et voilà. La maison au bord de la mer ne va pas s'acheter toute seule. Donc, pour faire un petit peu un récit, alors comment est-ce qu'on en vient à faire un livre comme ça? J'ai fait un parcours très, dans un premier temps, très monodisciplinaire, très... dès que j'ai découvert la philosophie au lycée, je me suis dit, bon, ben ça va être ça. Mon truc, ça va être la philo. J'ai découvert la philo en lisant le second discours de Rousseau et je me suis dit, tiens, enfin un livre qui pose des bonnes questions. Donc, tous les livres avant, finalement, c'était pas très intéressant, mais ça, c'était incroyable. Et je me suis dit, je vais faire de la philo et je vais être prof de philo. Ma grand-mère étant institutrice, c'est à elle qu'est dédiée la thèse, ça s'est imposé assez vite. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée en classe préparatoire et j'ai pris l'option philo en Cagne. J'ai intégré l'ENS de Lyon et j'ai commencé, voilà, j'ai fait mes études de philo avec en perspective les concours. Mais vraiment les concours pour enseigner parce que mon objectif c'était vraiment être prof de philo et être chercheuse en philosophie, ça me disait pas grand chose, mais au sens littéral, c'est-à-dire que je voyais pas bien ce que ça voulait dire. Me voilà partie sur des rails d'études de philo pour devenir prof de philo. Et j'ai un peu déraillé puisque il y a eu plusieurs choses qui ont fait que le parcours s'est complexifié. D'abord, j'ai fait un mémoire en philosophie de l'art en M1 où je me suis dit, c'est ça la recherche, j'ai vraiment pas envie d'en faire. Parce que je trouvais ça assez vain, en fait. J'avais l'impression de perdre pied, alors que ce que j'aimais avec l'idée d'enseigner, c'était au contraire d'être aux prises avec le réel. Et ensuite, j'ai passé le CAPES et la Greg, et là, je me suis pris un gros coup sur la tête parce que j'ai eu le CAPES, mais à la Greg, je me suis vraiment... je me suis écrasée, j'ai fait un crash, c'est-à-dire que vraiment je l'ai bien raté, je l'ai raté et bien raté, et en plus j'ai vraiment passé une année où le travail m'a fait beaucoup de mal. Donc je suis dans cette période où je me dis j'ai fait un mémoire de philo et c'était pas intéressant, enfin philo de l'art c'était pas satisfaisant, en plus j'arrive pas à avoir la Greg, je la repasse une deuxième fois, je l'ai toujours pas. Je prends une année sabbatique. Et pendant cette année sabbatique, je me mets à lire plein de choses, dont Dalla parte delle bambine, et donc du côté des petites filles d'Elena Giannini Bellotti. Et je découvre un petit peu le féminisme à ce moment-là, et je me dis, tiens, ça c'est en prise avec le réel. Autant mon mémoire sur l'intime dans les arts visuels, c'était pas... J'avais l'impression d'être plus spéculative que jamais, et d'avoir perdu pied, autant là, il y a quelque chose. Et en fait, ça nourrit tout de suite une interrogation qui est... Mais on entend tout le temps parler des éducations féministes, surtout par les détracteurs. Mais c'est quoi au juste une éducation féministe? Est-ce que donc c'est ce qu'il y a dans le livre de Bellotti ou est-ce que c'est autre chose? Et en fait, quand je lis le livre, je suis très surprise parce que je m'attendais, au vu de la réputation de cet ouvrage, à avoir un peu l'Émile de Rousseau, mais version féministe. C'est-à-dire, voilà, quelqu'un qui vous prend par la main et qui vous dit, voilà, pour éduquer féministement un enfant, il faut faire ça, ça, ça et ça. Sauf qu'en fait, c'est pas ce qu'il y a dans le livre de Bellotti. C'est un livre qui donne effectivement quelques conseils, quelques prescriptions sur comment éduquer féministement, mais c'est surtout un livre qui critique l'éducation existante en tant qu'elle serait sexiste. Donc je me dis donc l'éducation féministe, elle est un peu esquissée dans ce livre-là, mais pas tellement. Je vais lire un autre livre où là je suis sûre que je vais la trouver, l'éducation féministe, l'Émile de Rousseau version féministe, enfin l'Émilie féministe, c'est le deuxième sexe. Je lis le deuxième sexe, pas de bol, en fait, pas tellement. Parce que là aussi, c'est un livre qui est très critique, et vous voyez, la question de la critique arrive déjà. C'est-à-dire que c'est un livre qui est surtout dans la description de ce qui se fait, ce qui s'est fait pour montrer en quoi il y a du sexisme, et qui en fait en termes de propositions est assez peu audacieux, parce que si je vous résume les dernières pages du deuxième sexe,
l'idée c'est pour que les femmes soient libres et émancipées, faut les élever comme des garçons. Un peu déçu quand même. Donc, et là d'un coup, sans que, c'était vraiment pas voulu, une problématique, un problème de recherche commence à se poser à moi, mais un problème qui est en même temps un problème de recherche et un problème très pratique. C'est-à-dire que là, soudain, je commence à avoir une idée de mémoire de M2, mais avant d'être une idée de mémoire de M2, c'est une vraie question que je me pose, qui est un enjeu pour moi. C'est-à-dire, mais alors, elle est où cette éducation féministe, là? C'est bon. Donc, eh bien, après mon année sabbatique, je reprends mon cursus, et là je rentre en M2, et je dis je vais faire cette fois un mémoire en philo-politique, et sur les théories féministes de l'éducation, et voir s'il y a quelque chose qu'on pourrait appeler éducation féministe, et si oui, qu'est-ce que c'est. Donc là je commence à faire des recherches de façon un peu plus systématique, et je tombe sur un livre qui s'appelle L'éducation féministe des filles, écrit en 1914 par une féministe de la première vague, et je dis ah ça y est, mon manuel, mon Émilie féministe est là, je l'ai trouvé, je vais enfin avoir les réponses à mes questions. Et là, 2 douches froides. Première douche froide, c'est qu'en fait, la féministe qui l'a écrit, Madeleine Pelletier, affirme que, au vu de la société telle qu'elle est, la seule façon d'éduquer les filles, de façon à ce qu'elles soient un petit peu moins opprimées et dominées, et de les éduquer comme des garçons. Donc on retombe toujours sur le même problème. Et la deuxième chose, c'est qu'en plus, elle écrit au début du livre, alors j'ai écrit ce livre, mais par contre, soyons d'accord, il ne sert à rien. Donc je dis, alors, comment ça se fait que cette militante a pris le temps et le soin d'écrire tout ce livre pour dire, je cite, c'est une goutte d'eau dans l'océan, ça ne servira absolument à rien. Donc je dis, bon là, il y a un souci. Il y a quand même un souci. Là, ça commence à faire trop. Bellotti, Beauvoir, maintenant Pelletier, il y a quelque chose qui coince et qui fait que c'est pas si simple que ça, d'un point de vue théorico-politique, d'élaborer une éducation féministe. Il y a quelque chose dans les rouages qui va pas. Il y a quelque chose dans il y a un, comment dire, il y a un grain de sable qui fait que, d'un point de vue logique, ça va pas de soi de faire une éducation féministe. Donc là, je commence à avoir une vraie problématique. Et en gros, la question que je me pose à l'époque, c'est pourquoi ne pas faire une éducation féministe? Puisque finalement, ce dont je me rends compte, c'est que personne s'y colle, ou de façon finalement très insatisfaisante. Alors pourquoi ne pas le faire? Et là, ce qui est intéressant, c'est que cette question-là m'oblige aussi à me ressaisir comme philosophe. Parce qu'en fait, quand vous demandez à des gens qui travaillent en études de genre, je vais poser la question pourquoi ne pas faire une éducation féministe, ou pourquoi n'a-t-on pas fait une éducation féministe? En général, 90% du temps, vous avez en face de vous des gens qui font des sciences sociales et qui vont vous parler en termes de causes historiques et sociologiques. Et sauf que moi, c'était pas ma question. Ma question, elle était à un autre niveau. Et c'était pas du tout évident parce que en études de genre, les philosophes sont relativement minoritaires. Et qu'en fait, si vous tapez genre et éducation, l'immense majorité des travaux que vous allez trouver vont être en sociologie de l'éducation. Donc en fait, je me retrouve en permanence en face de gens qui disaient, mais ta question, voilà, il y a telle cause historique, telle cause... Et je disais, non, mais moi, je suis à un autre niveau. Donc ça m'a obligée aussi à expliciter mon positionnement en tant que philosophe, ce que je n'avais jamais été amenée à faire, parce que j'avais été hyper monodisciplinaire, je parlais qu'avec des philosophes, c'est les philosophes parlent aux philosophes. J'avais jamais eu de réflexivité finalement sur la spécificité de ma discipline. En gros, vous m'auriez dit en M1, mais c'est quoi qu'est-ce que tu fais au juste? J'aurais juste répondu, je réfléchis. C'est un peu toujours le cas aujourd'hui, mais c'est un peu plus ce que je fais. Et en fait, donc, il a fallu que je précise que je mettais sous ce pourquoi, dans pourquoi ne pas faire une éducation féministe, et en quoi je ne répondais pas à cette question de la même façon que mes collègues historiennes, mes collègues sociologues, mes collègues politistes, etc. Et ça a été, donc petite parenthèse un peu plus parcours institutionnel, intellectuel, scientifique, ça a été un truc très intéressant, parce que, en fait, j'ai le sentiment que la philo, j'en suis sortie pour mieux y revenir.
C'est-à-dire qu'en fait, cette année sabbatique, mais aussi le fait de fréquenter beaucoup de chercheuses en sciences sociales pendant un moment, etc., ça a été l'occasion quand même de sortir d'un milieu philosophique qui était tellement, en fait, omniprésent et évident que je ne le saisissais pas dans sa spécificité. Pour moi, c'était neutre. C'était évident que ce qu'on faisait en philo, c'était... ça méritait même pas d'être défini puisque ça allait de soi. Et en fait, en sortant, en allant lire autre chose, en allant lire du côté des sciences de l'éducation, par exemple, en allant lire en études de genre, etc., tout d'un coup, ce que j'avais fait jusque-là m'apparaissait dans sa spécificité et me forçait aussi à me positionner et à voir que finalement, j'étais aussi une discipline parmi d'autres. Ce qui, quand on est philosophe, ne va pas du tout de soi, puisque quand on est philosophe, on n'est pas une discipline parmi d'autres, on est la reine des disciplines, et on regarde tout le monde de surplomb, et on explique à tout le monde ce qu'ils sont en train de faire mieux que ce que eux pensent qu'ils sont en train de faire. Donc, il y a eu cette relativisation, en fait, de ma position intellectuelle, qui a été permise par cette sortie hors de la philo, par l'année sabbatique, par les lectures, par la découverte des études de genre, etc. Et pour y revenir, puisque aujourd'hui, c'est important pour moi de dire, c'est quand même un livre de philo. Et je vais revenir là-dessus ensuite. Et une autre personne qui pourrait parler de ça de façon très intéressante, c'est Manon Garcia. Manon Garcia, elle insiste sur le fait que elle fait de la philosophie féministe. C'est intéressant d'ailleurs parce que dans le parcours de philosophe féministe, c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment. J'ai fait un entretien il y a quelques années avec Nicole Mosconi, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps, qui a écrit la préface du livre, qui m'expliquait que en fait elle avait quitté la philo parce que vraiment la philo c'était un milieu trop sexiste, où on n'arrêtait pas de l'empêcher de faire ce qu'elle voulait faire, etc. Et qu'elle était partie en sciences de l'éducation, où là où on la laissait tranquille. Sauf qu'en réalité, Nicole Mosconi, elle continuait à faire de la philo. Elle était en sciences de l'éducation, certes, mais elle est restée philosophe. Et d'ailleurs, c'était même un point de débat avec une de ses grandes amies, qui est Michel Ledoff. Michel Ledoff était en permanence en train de lui dire « Nicole, tu es philosophe ?» Nicole Mosconi répondait « Non, je suis plus philosophe. » Bon, bref. Moi aussi, j'avais ce débat avec elle. Donc, en fait, c'est comme si, quand vous êtes philosophe et féministe, à la fois, vous avez un peu un habitus clivé, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui rentrent en tension dans votre socialisation en tant que philosophe et votre socialisation en tant que féministe, et en même temps, il y a des endroits où ça colle super bien. Et c'est très ambivalent comme position. Donc moi, je le dialectise avec cette histoire d'aller-retour. J'en suis sortie pour mieux y revenir. Donc je fais ce mémoire de M2, où là je me dis, là par contre j'adore mon expérience de ce mémoire, c'est-à-dire que contrairement au mémoire de M1 en philo de l'art, là je me dis, c'était super intéressant, j'ai tout donné, et en plus j'ai vraiment l'impression d'avoir pensé quelque chose qui se raccrochait au réel. Moi qui ai toujours voulu être enseignante, la question de l'éducation, elle est profondément... elle est cruciale pour moi. J'ai adoré cette expérience. Et je me dis... Et là, on me dit, il faut enchaîner sur une thèse. Et je dis, oui, non, en fait, j'ai pas envie d'enchaîner sur une thèse tout de suite, parce que quand même, j'ai fait tout ça pour être enseignante, et là, j'aimerais bien commencer à enseigner. Là, j'ai 25 ans, là, ça commence à bien faire. Donc, qu'est-ce que je fais? Comme j'ai eu mon CAPES, je pars enseigner au lycée. Expérience extrêmement formatrice qui, je pense, a été déterminante pour toute la suite de ma carrière. Et pendant que je suis enseignante au lycée, année difficile parce que c'est l'année où Sarkozy avait supprimé les formations en SP. D'ailleurs, c'était une idée déjà de Blanquer à l'époque, et où en fait je me suis retrouvée à n'avoir jamais donné cours et à me retrouver devant 5 classes à temps plein, sans formation. Donc ça a été un peu l'épreuve du feu, mais ça a été... j'ai adoré enseigner. Et là j'ai compris que je m'étais pas trompée. Donc pendant cette année, je fais un projet de thèse pour avoir un contrat doctoral dans la continuité de mon mémoire de M2.
parce que je me rends compte en fait que mon mémoire de M2 m'a permis d'approcher certains problèmes mais pas de les traiter à fond, et d'autant que il y a aussi je me rends compte qu'il y a des façons de traiter le problème que j'avais pas forcément envisagées et qui mériteraient d'être approfondies. J'ai eu la chance pour ce mémoire de M2 d'avoir 2 directrices de mémoire, Emmanuelle Renaud, donc, qui était en philosophie, et Anne Verjus, qui était en sciences politiques, avec une formation d'historienne. Et en fait, c'était 2 approches très différentes du problème, et ça m'a permis à la fois de voir qu'il y avait une approche un peu philo-analytique du problème qui pouvait être très fructueuse et intéressante, mais aussi une approche plus historicisante qui amenait de la contextualisation au problème que je traitais, et qu'en fait ce serait vraiment super de pouvoir mêler les deux. Mais sauf que ça se faisait pas en un an comme ça, et donc il fallait faire une thèse derrière. Donc pendant cette année d'enseignement en terminale, je fais ce projet de thèse, j'obtiens un contrat doctoral, et là je pars en thèse avec un contrat et avec un monitorat. Et à ce moment-là, pendant ma première année de thèse, j'en profite aussi pour me dire, tiens, c'est pas assez de travail de faire une thèse, je vais repasser la grecque une 3e fois. Mais je me dis, en fait, je vais le passer en candidate libre et je vais faire plein d'impasses et je vais essayer d'y aller aussi à la chance, parce que les concours, c'est quand même aussi beaucoup de chance. Et j'ai eu énormément de chance, puisque à l'époque, il y avait Bergson et Hobbes à l'écrit. J'ai fait l'impasse sur Hobbes, j'ai fait l'impasse sur Bergson et j'ai travaillé Hobbes. Et j'ai surtout travaillé le Léviathan. Et c'est sur le Léviathan que c'est tombé. Et c'est grâce à ça que j'ai eu ce concours. Et finalement, donc, j'ai eu la grecque, enfin la 3e fois, je l'ai eu à l'usure. Et pendant que je faisais la thèse. Je pense qu'une des raisons aussi pour lesquelles j'ai eu la grecque la 3e fois, c'est que premièrement, d'être prof pendant un an, et donc de me retrouver de l'autre côté, notamment dans la position de celle qui corrige des copies, m'a permis de ne plus jamais écrire mes copies de la même manière, et ça a été extrêmement formateur. Mais aussi, être en thésarde a complètement changé mon rapport à la lecture des textes philosophiques, qui est devenue beaucoup plus active, voire agressive, pour le dire avec des mots forts, beaucoup plus dans l'appropriation des idées et beaucoup moins dans un respect solennel du texte, et que ça a été très utile pour le commentaire à l'agrégation. Il y a un texte très beau de Michel Ledeuf sur cet enjeu-là, où Michel Ledeuf dit que, en fait, on se rend compte du fait de la socialisation genrée, que les commentaires de textes en philo écrits par des hommes et ceux écrits par des femmes ont des tonalités différentes, et elle dit, on sent que la socialisation féminine fait que la plupart des femmes et des filles ont une sorte de respect du texte, de minutie dans l'interprétation, de charité aussi dans la façon de lire le texte, etc. Alors que les hommes et les garçons sont beaucoup plus brutaux, malmènent le texte, quitte à faire des contresens, etc. Et elle dit, en fait, les deux ont des avantages et des inconvénients, c'est-à-dire que dans le cas d'une lecture qu'on pourrait qualifier de masculine, ça peut mener à des contresens terribles qui font qu'on passe à côté du texte, mais ça peut aussi donner des réflexions très innovantes et audacieuses à partir d'un texte, alors que par contre du côté d'une lecture dite féminine, parfois ça peut sombrer dans une forme de servilité vis-à-vis de la lettre, mais aussi ça peut donner lieu à une lecture très fine, très patiente et très précise des textes. Disons qu'en fait, mon expérience de chercheuse, ça m'a permis d'avoir une lecture qui était peut-être un peu moins féminine des textes, voilà, dans cette espèce de respect qui pouvait parfois être peut-être un peu servile, et de commencer à, pour reprendre une expression d'un de mes profs, à faire des prises de judo aux auteurs. Donc les prises de judo qui, à mon avis, ont payé, surtout pour Hobbes. Donc je commence cette thèse, et là effectivement j'ai du pain sur la planche, puisque je veux essayer à la fois d'avoir une approche qui soit spécifiquement philosophique et en même temps d'avoir une perspective historicisante,
Et ça tombe bien puisque mon directeur de thèse, qui est Claude Gauthier, est quelqu'un qui est un philosophe pur et dur, mais qui a une vraie sensibilité pour les sciences sociales, et qui du coup, qui a une approche, on va dire, des partis pris épistémologiques qui sont les miens ou qui sont très proches des miens. Donc, comment j'arrive à un petit peu articuler tout ça? Eh bien, je me dis déjà, bon, je vais retenir les critiques que m'avait fait Anne Verjus, donc qui était ma directrice de M2 politiste, qui était tu n'historicises pas assez, tu décontextualises trop, tu fais des anachronismes, arrête de faire dialoguer Bourdieu avec des féministes de la première vague, ça n'a aucun sens. Bon, je prends ça en compte, donc qu'est-ce que je fais? Je me dis, je vais effectivement être beaucoup plus soucieuse du fait que la pensée féministe s'inscrit toujours aussi dans des mobilisations féministes, qui donc sont toujours dépendantes d'un contexte historique donné, et je vais faire cet effort d'historicisation sans pour autant faire de l'histoire. Donc ça, la première partie du bouquin est vraiment dans ce souci-là, c'est-à-dire que en fait, il s'agit de replacer la façon féministe de théoriser l'éducation de la première vague dans le contexte du début du XXe siècle, et la façon féministe de conceptualiser l'éducation de la deuxième vague dans le contexte des années 70. Parce que sans avoir cette perspective à la fois diachronique et synchronique, on peut faire tout un tas de contresens, et que c'est important, certes, de confronter les deux vagues comme deux propositions face à un même problème, mais aussi et surtout comme deux moments dans une histoire. Donc, pour le dire rapidement, en fait, la première partie du livre cherche à montrer que première vague et deuxième vague arrivent à des apories symétriques à l'endroit de l'éducation. Dans les deux cas, en fait, élaborer une éducation féministe, si on tire les conséquences, mène à une forme d'impasse pour des raisons opposées symétriques. J'essaie de le dire un peu plus précisément. La première vague, de façon très schématique, est majoritairement celle d'un féminisme qui est centré sur les droits, et donc les droits individuels, et donc l'individu, donc un féminisme qu'on pourrait qualifier de libéral, et cette focalisation sur l'individu fait qu'on peut penser l'éducation comme un levier féministe, mais sauf que ça va jusqu'à un certain point. Au bout d'un moment, finalement, en rester à l'échelle de l'individu ne suffit plus, et on peut dire qu'elle se retrouve un petit peu prise dans des contradictions liées au fait qu'elle se cantonne à cette échelle. Alors qu'à l'inverse, dans le féminisme dit de la deuxième vague, donc des années 70, qui est imprégné par un modèle plutôt, on va dire, structuraliste, marxiste, marxien, et bien là, elles, ce qui les intéresse, c'est pas tant l'individu que la classe des femmes, c'est plutôt la question collective qui les intéresse. Et là aussi, quand il s'agit de penser l'éducation, ça les amène à un certain nombre d'impasses, puisque précisément comme elles en restent au niveau collectif, elles ont tendance à oublier l'individu. Donc c'est pour ça que je dis que c'est symétrique de la première vague. Et là aussi, on se retrouve finalement à ne pas avoir des réponses satisfaisantes à la question qu'est-ce que serait une éducation féministe. Donc ça, voilà, en fait, finalement, cette partie-là est donc une façon de répondre déjà à la question, mais pourquoi n'y a-t-il pas d'éducation féministe, ou pourquoi n'y a-t-il pas eu d'éducation féministe, en la prenant au sérieux et en montrant qu'en fait, ça va pas de soi de dire que l'éducation, c'est le levier ultime pour la transformation quand on est féministe. Et c'est d'autant plus important, à mon avis, de faire de reconnaître cela, que par exemple, si on prend une comparaison, quand on vous parle de lutte des classes, ou de la question
de la lutte du prolétariat, quand on va vous demander c'est quoi les meilleurs moyens de lutter dans la lutte des classes, personne ne va vous dire c'est l'éducation. Alors comment ça se fait que par contre, quand on parle de féminisme, pour le sens commun, la première chose qui vient à l'esprit des gens, c'est quand même une question d'éducation, non? Le problème du sexisme. Donc en fait, moi ce que j'ai voulu aussi remettre en question, c'est cette évidence qui s'imposait à tous et toutes. C'est-à-dire, mais évidemment que la première ficelle à tirer, si on veut dénouer le problème du patriarcat, la domination masculine, du sexisme, appelez-le comme vous voulez, c'est l'éducation. Et c'est pour ça que j'ai tenu à ce que sur la 4e de couverture, ce soit quand même cette idée-là qui soit mise en avant. C'est en fait le livre ne vise pas à répondre à la question comment faire une éducation féministe, en tout cas pas dans un premier temps, mais à la question pourquoi faire une éducation féministe. Est-ce qu'on est vraiment si sûr que ça s'impose? Donc cette première partie historicisante vise à montrer que ça s'impose pas du tout, que ça peut mener à des formes d'aporie et d'impasse théoriques comme politiques, et que c'est loin d'être quelque chose qui va de soi. C'est d'autant plus important pour moi d'insister là-dessus pour 2 raisons. La première, c'est que là aussi c'est une identité disciplinaire qui se joue. En tant que philosophe, je me dois de remettre en question ce qui va de soi. Et ce qui allait de soi, ce qui semblait s'imposer, c'était bien sûr qu'il faut faire des éducations non sexistes, premièrement. Donc être un peu... comme dirait Manon Garcia, être un peu dans une forme de recherche, fondamentale, c'est-à-dire on donne pas des recettes, on dit pas comment, et on se situe encore un peu plus en arrière, en amont, en disant mais est-ce que vraiment il faut le faire déjà? Et sur le deuxième point qui fait que c'était important pour moi d'insister sur cet aspect-là, c'est que au moment où j'écrivais la thèse, on avait toutes les polémiques autour des ABCD de l'égalité, de ce qui a été appelé la théorie du genre à l'école, etc. Et que donc forcément, en tant que féministe, on a dû aussi stratégiquement se positionner contre des forces réactionnaires qui essayaient de décrédibiliser ces actions à l'école. Sauf qu'en fait, pour moi, il fallait faire une distinction entre se positionner dans le débat public par rapport à des forces de la réaction qui attaquaient les ABCD de l'égalité, par exemple. Ça, c'était une chose. Mais en tant que chercheuse, c'était important de garder l'idée que c'est pas parce qu'on défend dans l'immédiat, dans l'urgence, certaines choses qu'on questionne pas non plus les présupposés qui vont avec. Vous voyez, donc il y a ça aussi qui me semble important, c'est que vous me verrez pas, par exemple, demain aller dire que tous les manuels qui sont publiés depuis environ 5 ans sur les éducations féministes, c'est une mauvaise chose dans le débat public. C'est-à-dire qu'en fait, là, depuis 5 ans, on a vraiment un nombre de manuels antisexistes qui explose. Même si moi, je remets en question les présupposés qui fondent l'idée qu'il faut qu'il y ait une éducation féministe, je vais pas aller prendre la parole dans, je sais pas, un média grand public ou autre et dire ça en fait, non, c'est pas si évident que ça, etc. Non, je pense qu'il y a des temporalités qui sont différentes. Il y a la temporalité de la tactique, de l'espace public, de la vulgarisation, etc. Et puis il y a aussi la temporalité de la recherche qui, elle, peut se permettre d'être un peu plus sceptique, mais il faut distinguer les deux. Et donc voilà, et c'est pour ça que aussi ça me semblait important d'insister là-dessus pour ce livre, c'est-à-dire de dire attention, ce livre n'est pas surtout pas un manuel d'éducation féministe, et vraiment c'est un livre qui interroge des présupposés qui vont avec ça. Sachant que le doute, quand ça commence, on ne sait pas où ça s'arrête. Il n'empêche qu'il faut le faire s'arrêter quelque part. C'est pour ça aussi que la recherche n'est pas neutre et qu'elle est faite de parti pris. Bien évidemment que je pars de la remise en question du présupposé selon lequel l'éducation est une modalité de la lutte féministe. Par contre, il y a quelque chose que je ne remets pas en cause, et je le pose, je l'admets, et c'est comme ça, mais je l'explicite, c'est qu'il faut qu'il y ait quelque chose comme une lutte féministe. Ça, je ne le remets pas en question.
Donc c'est quelque chose que je dis très clairement dès l'introduction. Je remets pas en question l'idée qu'il doit y avoir une lutte féministe. Par contre, ce que je remets en question, c'est est-ce qu'on est sûr que l'éducation est la modalité principale, voire une des modalités principales de cette lutte. Donc, vous voyez, je vous disais, la question qui va un peu être transversale, ça va être celle de la critique. On la retrouve un peu ici, puisque oui, en tant que philosophe, voilà, je me positionne de façon critique, c'est-à-dire au sens où j'interroge des présupposés. Néanmoins, je me méfie d'une tendance qui serait, sous prétexte qu'on est dans un scepticisme qui peut devenir outré, on n'agit plus. On confine ceux qui agissent à l'impuissance et on confond la temporalité du doute et la temporalité de l'action. Chose que même Descartes n'avait pas fait, puisque je vous rappelle quand même que première méditation, c'est le doute qu'on appelle hyperbolique, mais la 6e méditation, c'est, bon, enfin en même temps, on va pas non plus arrêter de vivre, hein. Il va bien falloir que la temporalité de l'action reprenne le dessus, et on va quand même continuer à vivre. Et c'est un autre qui exprime ça très bien, c'est Hume, qui dit, il y a un temps pour philosopher, puis après il y a un temps pour aller jouer aux jeux de société avec ses amis, boire des coups et manger. Et aussi lutter en l'occurrence. Donc je tenais à ce qu'il n'y ait pas en fait non plus une scission où d'un côté en gros la féministe en moi serait celle qui agirait alors que la philosophe en moi serait celle qui réfléchirait. Non. Je considérais que il fallait que les deux impératifs soient certes distingués mais qu'ils aient des effets l'un sur l'autre. D'où le choix, en termes de méthodologie et de modèle épistémologique, d'adopter une méthodologie, un modèle pragmatiste. Donc le pragmatisme au sens philosophique du terme, à savoir considérer que un concept se définit aussi par ses conséquences pratiques. Le pragmatisme qui dit que à la critique doit aussi succéder la reconstruction, puisque ce qui importe, je vous renvoie par exemple à la reconstruction en philosophie de John Dewey, ce qui importe aussi, ça va être les conséquences et les effets de notre théorie et de notre théorisation sur le monde. Donc cette question donc, de la critique, eh bien, en tant que philosophe, pour moi, elle doit toujours être couplée à celle de la reconstruction. Attention, pas reconstruction dans un sens tel qu'il a été utilisé par les membres de l'Observatoire du décolonialisme, qui ont fait se tenir un colloque pas très loin d'ici, il y a quelque temps, qui s'intitulait « Après la déconstruction, reconstruire les sciences et la culture ». Ne nous laissons pas confisquer ce terme de reconstruction par des idéologues réactionnaires qui prétendent représenter la neutralité. Reconstruction au sens où il me semble de la responsabilité pratique et épistémologique du ou de la philosophe de ne pas en rester à de la critique, et ce, a fortiori quand on est féministe. Parce que qui dit en rester à la critique ou en rester à un scepticisme outré, dit en rester à une forme de démobilisation, d'inaction et d'impuissance. Or, si on réfléchit au féminisme au point que le féminisme ne peut plus agir, alors c'est qu'il y a quelque chose qu'on a fait mal. Et j'aime bien une phrase de Rorty, qui est donc aussi pragmatiste, enfin néo-pragmatiste, dans un article qui s'appelle Feminism and Pragmatism, qui va m'amener à la dernière partie du livre, et qui pour moi rend bien compte de cette responsabilité de reconstruction, de proposition positive, et de ne pas céder au scepticisme démobilisateur quand on est philosophe. Je vous lis la citation. On ne fera pas l'éloge des mouvements de libération pour la justesse de leur diagnostic, mais pour l'imagination et le courage de leurs propositions. La fonction de la philosophie est de faire en sorte que la route soit libre pour les prophétesses et les poétesses, de rendre la vie intellectuelle un peu plus simple et sûre
pour celles et ceux qui ont des visions de communautés nouvelles. Et en fait, ça, c'est... je suis tout à fait d'accord avec cette idée-là. Et c'est la raison aussi pour laquelle la dernière partie de mon livre, la 3e partie, porte sur les utopies du Caire. C'est-à-dire que les utopies, et les utopies du Caire en particulier, m'ont semblé être des réponses pertinentes, on va dire à 3 niveaux. 3 niveaux qu'on pourrait matérialiser par 3 disciplines différentes, qui sont un peu les 3 disciplines dans lesquelles je m'inscris, même s'il y en a une où je m'inscris plus que les autres. Et je voudrais aussi vous donner incarner ces 3 niveaux aussi par 3 autrices. Premier niveau, il me semble que l'utopie du Caire, les utopies et les utopies de Caire, elles sont pertinentes au niveau philosophique. Pourquoi ? Eh bien, comme le dit Anne-Marie Drouin-Anse, dont un des ouvrages est d'ailleurs là-bas, qui est philosophe de l'éducation, Anne-Marie Drouin-Anse dit les utopies, finalement, telles qu'on la trouve chez More dès le départ, c'est ce qu'on pourrait appeler, en s'inspirant de ce qu'on a appelé le doute méthodique chez Descartes, c'est une forme d'optimisme méthodique. Et je trouve que ce que permet l'utopie en tant qu'elle est un optimisme méthodique est tout à fait adapté à une perspective de reconstruction. Donc en fait, une reconstruction qui est toujours, bien sûr, teintée de critique. Et je veux dire, c'était déjà le cas dans Utopia de More. Utopia a quand même est en 2 parties. Une première partie qui critique la société sous Henri VIII au moment où il écrit, et une partie qui décrit l'île imaginaire. Donc, premier plan, donc qui est un plan, on va dire, philosophique, qui me semble rendre l'utopie pertinente. Deuxième plan, qui est un plan, on pourrait dire, plutôt de l'ordre de la science politique, un petit peu, c'est que, là, je reprends ce que dit l'historienne Michèle Riot-Sarcey, l'utopie est intéressante aussi politiquement parce qu'elle permet de ne pas séparer le politique et le social. C'est-à-dire que Riot-Sarcey montre que, finalement, les utopies, en ne posant pas la question du sujet politique en tant qu'il devrait représenter une partie de la société, puisqu'en fait, la transformation est immanente à l'utopie elle-même, eh bien, font que, comme on n'a pas séparé deux choses, après on n'a pas à se demander comment les réconcilier. Et donc je trouve que l'utopie est aussi intéressante de ce point de vue-là, puisqu'elle nous permet, par exemple, d'arrêter de nous poser la question de qui est le sujet féministe, pour, en fait, se poser plutôt des questions en termes de cartographie. Quelle carte sociale voulons-nous élaborer, créer. C'est aussi, ça c'était le deuxième niveau. Troisième niveau, qui est un niveau qu'on pourrait associer à la discipline des sciences de l'éducation. Donc, je trouve l'utopie aussi très intéressante dans ce qu'elle engage à penser quand on pense l'éducation, qui est que elle permet d'envisager l'éducation dans ses institutions, donc puisque une utopie c'est aussi une carte d'institutions alternatives, et donc de sortir de l'idée que l'éducation ce serait soit un contenu à transmettre, soit simplement la dyade de la relation pédagogique. Et là, celle qui m'inspire le plus sur ce point, c'est John Tronto, qui essaye de montrer que il faut bien se garder de croire que le care est une relation dyadique. Le care, c'est jamais, par exemple, juste une personne qui s'occupe d'une autre. En fait, ces deux personnes, elles sont en relation, mais cette relation, elle est aussi en relation avec d'autres, et de proche en proche, souvent, elles sont elles-mêmes inscrites dans des institutions. Et ça, j'ai l'impression que dans beaucoup de conceptions féministes de l'éducation, ça tend à être oublié. Par exemple, dans certaines pédagogies féministes. Une relation pédagogique, quand on fait de la pédagogie féministe, il faut toujours se demander dans quelles institutions elle s'inscrit. Faire de la pédagogie féministe en lycée, en université, en éducation populaire, c'est pas du tout la même chose. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est pas juste les deux personnes en face à face, c'est le réseau de relations dans lesquelles elles sont prises. Et par exemple, croire qu'on peut, par simple décision éthique, faire en sorte qu'une relation pédagogique soit égalitaire parce qu'on l'a colorée de féminisme,
quand on enseigne à l'université, c'est oublier qu'en fait, on est dans une institution qui est elle-même très hiérarchisée, et qui fait que, eh bien, avec toute la bonne volonté du monde, moi, si demain, j'essaye de mettre en place une pédagogie féministe dans ma classe, je resterai enseignante, et mes étudiants resteront les étudiants, et qu'il y aura une asymétrie qui est institutionnalisée. Et qu'aucune décision éthique n'annulera ça. Donc voilà, ça par exemple, ça c'est une façon de changer d'échelle, on va dire, de faire varier les échelles de relations qui me semble particulièrement propice quand on réfléchit en termes d'utopie. Donc voilà pourquoi le livre se termine sur des exemples d'utopie féministe de Kerr. Et pour terminer, j'aurais voulu en fait vous donner des exemples d'utopie féministe qui ont été imaginés dans des récits de science-fiction des années 70. Donc je vais vous en donner 2 ou 3 pour faire marcher votre imagination en fait. Sachant que je suis allée chercher ces exemples dans un ouvrage qui est un ouvrage de Sophie Lewis qui s'appelle Full Surrogacy Now, qui est un ouvrage donc qui est un peu un manifeste pour une conception féministe de la GPA et qui réfléchit beaucoup à des enjeux d'abolition de la famille ou de communauté alternative à la famille, etc. Donc je prends 3 exemples qui sont pris par Sophie Lewis elle-même dans son ouvrage. Puisqu'elle dit que les visions repro-utopiques qu'on a dans ces livres de science-fiction, donc dans lesquels le travail reproductif est totalement repensé grâce à des utopies, sont intéressantes pour nourrir notre imaginaire politique. Donc elle prend 3 exemples. Le premier exemple, c'est un roman que vous connaissez peut-être, moi je ne le connaissais pas, qui est un roman de Marge Piercy, Woman on the Edge of Time, qui est paru en 1976. Et en fait, dans ce roman, il y a une société qui s'appelle Mattapoisett, où le care est socialisé, c'est-à-dire où il est fait finalement repartagé entre tous et toutes. Et je lis le résumé qu'en fait Sophie Lewis. Des personnes de tout genre sont responsables de tous les enfants, mais il y a également Luciente, qui est une personne dévouée à créer des liens avec les enfants, ce qui signifie qu'elle materne les enfants de tout le monde. Comme l'explique Luciente, en tant que guide personnel, il ne s'agit pas seulement de séparer reproduction biologique et reproduction sociale grâce à la couveuse. Ce qui compte, c'est que grâce à ce changement, la maternance, mothering, a été prise en charge collectivement. Une désagrégation poussée d'éléments traditionnellement combinés est souhaitable, voilà ce qu'envisage Piercy. Les aspects parental et sexuel de la reproduction sociale sont tenus séparés. Les co-mères, donc sont rarement amants, si on peut l'éviter. De cette façon, l'enfant ne sera pas pris ou prise dans des malentendus amoureux. On trouve la même idée dans The Left Hand of Darkness d'Ursula Le Guin. La sphère d'influence de la sexualité est limitée, cette fois de façon temporelle plus que spatiale, sur la planète de Gethen, où le travail d'élevage des enfants est partagé de façon égale entre toutes et tous les adultes. Les Getheniennes sont androgynes 26 jours sur 28 et expriment l'un des 2 sexes disponibles une fois par mois seulement, pour 2 jours à chaque fois, de façon à faire l'expérience du plaisir et à participer à la procréation planifiée. Donc je cite toujours Sophie Lewis. Les recettes de Piercy et Le Guin en faveur d'une polymaternité radicale ont des éléments en commun avec un essai de Firestone. De façon frustrante, la seule chose qui tend à être retenue de l'étoile filante de 25 ans des Red Stockings et des New York Radical Women est la proposition selon laquelle le fait de porter des enfants devrait être pris en charge par la technologie. Shulamit Firestone, c'est une féministe radicale états-unienne des années 70 qui effectivement a surtout été retenue pour le fait qu'elle appelait de ses vœux la création des utérus artificiels.
Donc c'est souvent ce qu'on retient d'elle, mais en fait elle n'a pas écrit que ça, et elle a notamment essayé d'imaginer des communautés alternatives à la famille et utopistes. Donc je cite à nouveau Sophie Lewis. En réalité, le chef-d'œuvre imparfait de Firestone imagine également un ensemble de principes de gouvernement pour des lieux de vie fondés sur la diffusion de la responsabilité du bien-être physique, et pas seulement la responsabilité de la production physique de bébés, à un nombre important de personnes. Avoir un foyer quelque part devrait automatiquement impliquer, dit-elle, un droit immédiat pour chaque enfant et adulte d'être transféré ailleurs, l'objectif étant de promouvoir la liberté, ainsi que de façon généralisée, un affaiblissement et une rupture des liens de sang. Elle concède que quelqu'un qui passe par une grossesse de 9 mois est susceptible d'avoir l'impression que le produit de toute cette douleur lui appartient, mais, dit-elle, nous voulons détruire cette possessivité en même temps que ses appuis culturels, de façon à ce qu'aucun ou aucune enfant ne soit préféré a priori à un autre ou une autre. Donc, trois exemples d'utopie littéraire ou théorique dans lesquelles il s'agit de penser des communautés où en fait le care est repartagé, qu'il n'est plus entre guillemets privatisé au sein de ces petites unités que sont la famille et les foyers. Et il me semble que ces utopies remplissent bien leur fonction au sens où elles nous permettent de réfléchir de façon critique à la cartographie sociale qui est la nôtre actuellement et à la façon dont le care est distribué de façon inéquitable et inégale, mais aussi à penser que s'il y a un enjeu éducatif féministe, on ne pourra pas, si on veut le penser vraiment jusqu'au bout et tirer vraiment les arguments jusqu'au bout, le cantonner soit à des questions de contenu de l'éducation, contenu à transmettre, soit à des questions de relations interpédagogiques plus égalitaires, mais que si on vraiment commence à poser cette question-là et qu'on en tire qu'on en tire toutes les conséquences, on en viendra à un moment donné à questionner les institutions éducatives, notamment la famille et l'école, leurs frontières, la façon dont elles s'articulent, qui prend en charge l'éducation ou les éducations dans ces institutions, et donc à se demander si finalement une transformation profondément féministe de l'éducation ne viendrait pas à remettre en question ses frontières mêmes et ses institutions mêmes. Je vais m'arrêter là, je vous remercie pour votre attention. Il est 18h, moi je vais y aller.